Ouais. L'équanimité. Il va falloir y aller, là. Alors, en fait, on va un peu se l'approprier collectivement, parce que moi, je vais me l'approprier aussi en même temps que vous. J'ai pas vraiment d'avance. C'est mon idée, c'est d'essayer de m'en approcher avec vous indirectement et de vous donner différentes perspectives, et petit à petit vous vous formerez une idée de ce que c'est, et après on essaiera de pratiquer. Il y a cette prière qui est célèbre chez les alcooliques anonymes, mais qui existait avant les alcooliques anonymes, mais je crois qu'eux l'ont popularisé parce qu'ils se la sont appropriés, qui, je paraphrase, mais offre-moi d'accepter avec sérénité ce que je ne peux pas changer, donne-moi le courage de changer ce qui peut l'être, et donne-moi la sagesse de faire la distinction entre les deux, entre ce qui est changeable et ce qui ne l'est pas. J'ai mal paraphrasé la prière, mais en gros c'est ça l'idée. C'est une très jolie idée dans un contexte difficile où il y a des choses à accepter qu'on ne peut plus changer, et en même temps d'autres choses qu'on peut changer. Et pour les personnes qui sont sur un chemin de réhabilitation ou parfois de rédemption après une dépendance pendant plusieurs décennies à l'alcool, c'est une prière qui est très parlante. C'est une prière sur l'acceptation. Et un petit peu sur l'équanimité. Et il y a une citation aussi qui va dans la même direction de Michael J. Fox. Donc vous vous souvenez peut-être de Michael J. Fox, qui était un acteur de films voilà, de très grand budget, le plus célèbre étant Back to the Future. Et dans quelques autres. Et il avait un peu cette tête de jeune premier dans les films américains des années 80. Et il a ensuite, je ne sais pas si c'est exactement la Parkinson ou une maladie proche de la Parkinson, il a développé une maladie neurodégénérative. Et on l'a vu dans des séries récemment jouer avec son handicap, finalement, en jouant le rôle de personnage qui avait le même handicap que lui. Et il a dû traverser cette phase de deuil, de révolte contre quelque chose qu'on ne contrôle pas et qui nous tombe dessus. Et c'est une citation de lui, donc après qu'il lui est arrivé tout ça. Et il y a une idée qui m'est venue il y a quelques années et que j'aime vraiment beaucoup. Mon bonheur est simplement proportionnel à mon acceptation et inversement proportionnel à mes attentes. Mon bonheur est simplement proportionnel à mon acceptation et inversement proportionnel à mes attentes. C'est la clé pour moi. Si je peux accepter la vérité de « voilà ce que j'ai à vivre », ce n'est pas ce que j'attendais, mais c'est la réalité de mon expérience. Alors, il me vient toute cette liberté de vivre autre chose. Et je trouve que c'est une très jolie citation de ce que l'acceptation peut ouvrir comme nouveau paysage, comme nouveau possible, une fois qu'on a passé le cap d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Et cela étant, il y a deux mots qui me gonflent singulièrement depuis très longtemps, et c'est acceptation et lâcher prise. Pas parce que ce ne sont pas des très beaux mots, mais parce qu'ils sont extrêmement mal utilisés, parce qu'ils sont souvent prescrits. Et vous pouvez entendre des conversations au bistrot où parfois même vous vous serez entendu dire à vous-même, mais en fait, ce qu'il te faut, c'est lâcher prise. Tu crois pas que si tu avais un peu plus d'acceptation, ça irait mieux? Et je prends volontairement une voix odieuse de mauvais doublage francophone de séries américaines, parce que je trouve que prescrire de l'acceptation et du lâcher-prise, c'est nul. Parce qu'en fait,
scientifiquement, on prescrit une variable dépendante, on prescrit un résultat. Et on ne peut pas prescrire un résultat, on ne peut pas claquer les doigts et avoir de l'acceptation ou avoir du lâcher-prise. C'est le résultat d'un processus qu'on vit. Donc il n'y a pas de bouton lâcher-prise et de bouton acceptation. Il y a des choses qu'on peut faire qui peuvent faciliter l'acceptation et faciliter le lâcher-prise. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans cette direction-là? Parce que bien sûr qu'on en a besoin et bien sûr que souvent ça nous ferait du bien. Et l'équanimité fait peut-être partie des ingrédients qui peuvent nous aider, nous accompagner sur ce chemin de l'acceptation ou du lâcher-prise. L'équanimité en pali c'est Upekkha et donc c'est la 4e des sœurs de la famille avec la bienveillance, la compassion, la joie partagée. C'est la dernière. Et finalement, comme les deux autres qui la précèdent dans la séquence, c'est une modulation de la bienveillance. C'est-à-dire, on prend la bienveillance, et la bienveillance face à la souffrance, ça devient la compassion, la bienveillance face à la joie, ça devient la joie partagée, et la bienveillance face à quelque chose qui la rend difficile, ça devient l'équanimité. C'est la plus subtile, la plus difficile et peut-être la moins... Je ne suis pas encore sûr que ce soit complètement une attitude comparable aux autres. On va voir ensemble comment on le sentira, mais je ne suis pas sûr. Je sais que ce n'est pas encore clair. En fait, l'équanimité intervient quand notre bienveillance est rendue difficile par nos attentes. Parce qu'il y a des obstacles et qu'on a des attentes par rapport à ces obstacles. Peut-être que vous vous ferez une idée encore un peu plus nette du genre d'état d'esprit que c'est, du genre d'attitude que c'est, si je vous dis que on a les ennemis traditionnels, je vous en avais parlé à chaque fois pour les autres états, l'ennemi proche et l'ennemi lointain, donc on se rappelle que par exemple pour la bienveillance ou pour la compassion, pour la compassion, l'ennemi lointain c'était la cruauté, se réjouir de la souffrance d'autrui, et l'ennemi proche c'était plutôt une forme de pitié. Il y a toujours un état qui ressemble un petit peu mais qui n'est pas le même et un état qui est opposé. Pour l'équanimité, ça vous aidera peut-être un peu de savoir que l'ennemi lointain c'est un attachement à un certain résultat. Que ce soit marqué par l'envie de quelque chose ou le rejet, la colère contre quelque chose, c'est qu'on veut un certain résultat. Donc, c'est quand notre souhait devient aimerait que les choses se passent d'une certaine manière. Ça devient plus qu'un souhait. C'est plus de la pure bienveillance, c'est de la bienveillance avec attente d'un résultat. Et peut-être que ça vous aidera encore un peu de savoir que l'ennemi proche, c'est l'indifférence. C'est je m'en fous. Je lui souhaite d'être heureux, mais en même temps, je m'en fous. C'est l'indifférence. Je vais en venir aux exemples après. Donc, en fait, mais on peut prendre un exemple très simple. C'est quelqu'un qui a une maladie très grave, il y a une limite à ce qu'on peut lui souhaiter. Peut-être pas lui souhaiter de guérir si on se doute que ça va pas arriver. Et à ce moment-là, on se retrouve avec une bienveillance qui peut nous rester un petit peu coincée dans la gorge. Parce qu'on lui souhaite quoi? La bonne santé, il l'aura pas, la meilleure santé. Et ça peut être un obstacle, en fait, à notre capacité à entrer dans cet état de bienveillance, de nous dire, mais en fait, c'est pas possible. Pas possible parce que le résultat que j'aimerais, il est inaccessible. Et donc, à quoi bon lui souhaiter quoi que ce soit? C'est là où une attente de résultat vient contrarier la bienveillance. Et l'idée de l'équanimité, c'est que dans cette situation où la bienveillance est difficile et où on pourrait choisir l'indifférence, choisir de ne pas s'engager dans la voie de la bienveillance, parce que c'est pas possible, il y a un mur, il y a le mur de la réalité qui se heurte à notre intention. On trouve moyen de moduler notre bienveillance pour pouvoir quand même souhaiter du bien à quelqu'un, malgré les obstacles qui se présentent.
Donc ne pas laisser nos attentes et ne pas laisser les obstacles nous empêcher de souhaiter du bien à autrui et à soi-même. Il y a 3 formulations qui sont inspirées de la tradition et aussi des pratiques contemporaines des enseignants. Il y en a une qui est la plus bouddhiste des 3. Tous les êtres sont propriétaires et héritiers de leur karma. Ça veut dire, en gros, il y a des choses qui nous échappent. Il y a des lois qui dirigent ce qui arrive aux gens. Parfois, c'est leur propre comportement. Parfois, c'est juste la nature des choses, la nature de la réalité. Et c'est se rappeler de l'existence de ces lois. Et donc, d'aller dans l'acceptation, finalement. De se dire, oui, ce qui arrive à cette personne est très difficile et ça me révolte et j'aimerais que ce soit différent, mais les choses sont ainsi faites. Il y a une formulation que j'aime bien qui est « je peux, mais je ne peux pas », où on énonce ce qu'on peut souhaiter et ce qu'on ne peut pas espérer. Et une autre qui est simplement de dire « je me souhaite d'accepter ce que je ne peux pas changer ». Et pourquoi? C'est un état qui m'avait jamais particulièrement attiré. Je pense que vous comprenez pourquoi. Il n'est pas spécialement attirant. Il est un peu plus philosophique, un peu plus intellectuel peut-être, un peu moins tripal, en tout cas en apparence que les 3 autres. Et je me suis repenché sur cette attitude, sur cette qualité-là, récemment, à l'occasion de mon passage dans le Middle Age. Parce que le Middle Age est plein, j'en avais parlé un peu à Créberard, mais il est plein de ces situations un peu contrariantes. Alors, je vous donne quelques-unes de mes phrases qui me sont venues. Par exemple, je peux vouloir le bien de ma fille, mais je ne peux pas contrôler sa vie. Et quand on a une fille adolescente, et qu'on aimerait la rendre heureuse comme on pouvait le faire quand elle avait 3 ans et puis qu'il suffisait d'ouvrir les bras pour qu'elle n'ait plus de chagrin, on doit admettre qu'on peut être là pour elle, qu'on peut lui souhaiter le meilleur, mais on n'a plus ce pouvoir de papa tout-puissant de transformer une crise de chagrin en bonheur, parce qu'elle a sa propre vie intérieure et mon pouvoir devient très 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 limité. C'est une application de cette attitude. Je peux toujours être là pour elle, mais je peux pas contrôler ce qui se passe dans sa tête et dans sa vie. J'ai perdu mon papa il y a un peu moins de 2 ans. Et il est parti très vite d'une maladie très grave. Et je me suis souvent dit, je peux être là pour toi, mais je ne peux pas t'empêcher de mourir. Et c'était pour moi précieux de me dire que je pouvais trouver un espace dans lequel je pouvais lui vouloir du bien, lui souhaiter du bien, manifester cette chaleur qu'on cherche dans la bienveillance, tout en acceptant les limites qui étaient posées par la réalité à ce que je pouvais espérer. Et c'est dans les moments où on peut se dire juste à quoi bon souhaiter quoi que ce soit dans cette situation désespérante et désespérée. Et l'équanimité est là pour dire, mais en fait tu peux. Accepte la part que tu ne peux pas changer et souhaite ce que tu peux souhaiter en prenant bien conscience des 2 choses. De ce que tu peux souhaiter, de ce que tu peux faire et de ce que tu ne peux pas faire. Et c'est la même chose dans la relation avec ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas changer grand-chose dans ce qui se passe à Gaza. On peut souhaiter, on peut penser aux personnes qui souffrent de la guerre, on peut leur souhaiter le meilleur, mais on ne peut pas changer l'état du monde. On peut soi-même s'engager à ne jamais être violent envers qui que ce soit, mais on ne peut pas empêcher d'autres personnes ailleurs dans le monde de l'être. En fait, il y a une idée pour moi d'accord musical dans l'équanimité. Il y a plusieurs notes. Et il y a cette note d'acceptation
formelle de voilà ce que je ne peux pas changer. Et puis il y a une dominante qui est bienveillante. Et ce qui est important, c'est que la note dominante de l'accord soit la bienveillance, soit cette chaleur, soit cette volonté que ça aille bien. Mais on ajoute une note qui nous permet d'admettre la réalité de ce qui rend cette situation difficile, ce qui limite notre contrôle, notre capacité à agir ou à aider. Est-ce que c'est plus clair maintenant, cette notion d'équanimité pour vous? Donc j'aime bien la formulation « je peux mais je ne peux pas » qui peut très bien être, parce qu'il y a cette notion de dominante qui est importante. Je ne peux pas, virgule, mais je peux. Peut-être que vous préférez terminer par ce que vous pouvez, ou pas. C'est à vous de sentir la formulation qui est la plus porteuse pour vous. Et évidemment, ça peut nous emmener sur des territoires un peu plus délicats, parce qu'avec la bienveillance, je vous demande de penser à une personne qui vous donne très envie de lui souhaiter du bien. Et avec l'équanimité, on va devoir trouver une situation, c'est pas forcément besoin, on n'a pas forcément besoin d'aller dans quelque chose de difficile pour nous, mais juste quelque chose où il y a une difficulté, il y a une absence de contrôle, où il y a une présence d'attente de notre part. Ça peut être les attentes qu'une personne change alors que ça lui appartient de changer, ça peut être les attentes qu'une situation change, ça peut être des attentes vis-à-vis de nous-mêmes. Reconnaître ces attentes et en fait les désamorcer avec la phrase qu'on choisit de prononcer. Donc prenons le temps de penser à quelqu'un à qui vous aimeriez beaucoup souhaiter du bien, mais pour qui vous réalisez aussi que il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, ou que vous ne pouvez pas obtenir, ou que vous ne pouvez pas attendre, ou que vous ne pouvez pas contrôler dans la relation que vous avez à cette personne ou à sa vie. Et soyez gentil avec vous-même, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une situation qui n'est pas forcément trop lourde à porter pour vous. Vous pouvez penser à des petites choses aussi, on n'est pas obligé de plonger. Avec l'exemple que je vous ai donné de la mort de mon père, je ne veux pas vous lancer sur une autoroute de lourdeur. Choisissez une situation où il y a cette ambivalence. Est-ce que quelqu'un n'a pas encore quelqu'un? Levant la main si c'est le cas pour que je sache si je dois vous laisser plus de temps. Ok. Et maintenant, la partie artisanale, de formuler une phrase et de réfléchir aussi à l'ordre des mots, parce que si vous choisissez cette formulation, ça peut être je me souhaite d'accepter ce que je ne peux pas changer, mais si vous choisissez cette formulation je peux mais je ne peux pas, ça peut être très intéressant de vous demander si vous préférez je ne peux pas mais je peux ou je peux mais je ne peux pas, pour que vous vous sentiez engagé dans la direction de la bienveillance. Et quand vous avez une phrase et une personne, en évoquant la personne, c'est-à-dire en la laissant être présente en l'imagination, vous pouvez imaginer qu'elle est là ou vous pouvez simplement penser à elle.
Et en formulant à plusieurs reprises, à un rythme naturel pour vous, la phrase que vous avez formulée, en la prononçant intérieurement. En l'adressant à cette personne et en ayant, dans l'espace entre deux répétitions, bien conscience du sens des mots. Et en laissant, quand vous avez prononcé une dernière fois cette phrase, en laissant l'attitude et le ressenti de cette intention-là résonner dans le silence, se manifester dans le silence pour apprécier ce que c'est. Comment est le ressenti de cette attitude-là pour vous? En ouvrant les yeux, comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu un laboratoire. Est-ce que cette attitude-là est porteuse? Est-ce qu'elle correspond à quelque chose pour vous? Qu'est-ce que vous avez observé? C'est plus difficile de ressentir la chose sans la phrase. Genre la phrase. Ouais, il y avait les deux, je peux pas, mais Et avec la phrase, il y avait... Il y avait, ouais. Donc je disais, il y avait une presse. Moi, j'ai ressenti aussi, j'aurais pas ressenti le besoin de répéter la phrase pour de la bienveillance, mais là, j'ai ressenti le besoin de la répéter aussi. Ouais. D'autres observations? J'ai trouvé confortable d'accueillir une situation que je ne peux pas changer. J'ai ressenti le besoin de commencer par je ne peux pas et de finir par je peux pour apporter. Après le je ne peux pas apporter de la bienveillance. Mais pour finir sur cette rampe de lancement là en fait. Ouais, et finir sur le positif en fait, et ce qui à mon avis domine. Oui. Une fois que j'ai accueilli ce que je peux pas changer chez cette personne en l'occurrence, ben, voilà, le reste est plus important finalement. Oui. Est-ce que tu as le sentiment que c'est plus facile finalement, quand on a débroussaillé ce qu'on ne pouvait pas changer, de partir sur la bienveillance? Complètement, oui, tout à fait. Ouais. Donc là, ça plaide pour un « je ne peux pas, mais je peux ». Ah oui, clairement. D'autres observations? J'ai modifié la deuxième partie. Le « je peux », il me dérangeait parce que il y avait une idée de pouvoir, enfin j'étais embrouillée avec ce truc. Et donc j'ai changé par « je choisis ». Ouais. J'ai trouvé beaucoup plus fluide. Et l'autre moitié, c'était l'autre moitié de la phrase? J'accepte de pas et je choisis. Oui, d'accord. C'est pas mal. Ça s'est passé. Et c'était aussi dans cet ordre-là, donc tu commençais par accepter et après tu choisissais. Je crois que j'ai beaucoup de choses, c'est quelque chose qui m'est très familier. Ouais.
d'autres choses. Moi, j'étais pas dans les mots, j'étais que dans du ressenti physique. Et je m'aperçois que je le vis chaque jour, en fait, dans plein de situations. Et comme dit, c'était surtout le j'accepte et je transmette. Et puis rester sur l'agréable physiquement. Oui. Et c'est ça que je trouve qui rayonne le plus et qui fait que ça aide. Ouais, c'est vraiment d'avoir cette étape maintenant que j'ai accepté ça, je libère la bienveillance. Hein. C'est la même idée que j'entendais ici. Ok. Maintenant, oui. Intéressant. Moi, ça m'a libéré de la colère. Mhm. De voir que j'ai des attentes auxquelles on ne peut pas répondre, ou que l'autre ne peut pas répondre. Et du coup, ça me dégage de ça pour retourner. Et c'est exactement l'idée. Et dans l'ennemi lointain, il y a cette idée justement de colère, de tristesse ou d'envie liée au fait qu'on n'accepte pas une partie de la situation. C'est exactement ça. La déception. Oui, alors déception typique. Je pense qu'on a beaucoup dans les situations que vous avez évoquées, je pense que la déception était souvent pertinente comme risque, en fait, si on pense à quelqu'un. C'est pas mal, hein? Ensuite, physiquement, finalement, vous avez senti une différence par rapport à la bienveillance, ou ça dépend si justement après cette rampe de lancement, vous retrouviez votre ressenti de bienveillance, ou si c'était quand même un peu différent. Pour qui est-ce que c'était différent? Moi, c'était différent. En quoi c'était différent? Comme si c'était quelque chose qui était plus, c'est difficile de décrire, plus posé, plus avec une conscience du je ne peux pas, qui pose un peu les choses. Dans la bienveillance, pour moi, il y avait eu de la joie, et là, il y a une joie en parenthèse, comment dire. Un bien-être, une paix, mais qui n'est pas aussi pétillant comme ça. Une forme de maturité dans l'attitude. Avec tout ce que ça peut impliquer, on est moins dans le pétillant, on est dans quelque chose de... Ouais, très bien vu, maturité. Ouais. Je pense que c'est l'aîné de la famille, équanimité. Je pense qu'il y a joie partagée, bienveillance, compassion, équanimité. C'est la plus grande sœur, celle qui est presque adulte. C'est pareil, ce que tu disais, que tu levais aussi la main pour montrer qu'il y a une différence. Moi, je trouve qu'il y a la possibilité d'une quiétude. C'est pas... Et puis en même temps, une négociation. Je veux pas... Donc j'étais dans cet équilibre pour l'instant. Mais j'entrevois quelque chose qui serait beaucoup plus posé. C'est plus personnellement tourné vers l'autre. Oui, parce que finalement, c'est notre perception de ce qui est des obstacles ou des limites qui est en jeu. Je pense que de nouveau, mais c'est ce que j'avais vu au moment de la maladie de mon père, c'est qu'en fait, c'est comme les autres de ces Brahma Viharas, la pratique dans la vie quotidienne est très très bien informelle, donc pas forcément méditer dessus, mais de se dire tiens, il existe cette attitude-là, elle a peut-être une signature un peu moins évidente que d'autres, que la compassion, que la bienveillance, mais ça existe, et je peux faire appel à elle en formulant intérieurement une de ces phrases avec un je ne peux pas et puis un je peux, quand je sens qu'il y a cette espèce de crispation autour d'attentes que j'ai, et que ça peut débloquer quelque chose. Maintenant, parce que ce n'est qu'une moitié du travail, on peut fermer les yeux
Et c'est l'équanimité tournée vers soi. Et ça va impliquer de chercher quelque chose dans notre vie, dans notre personne, dans notre identité, avec quoi on a le même genre d'obstacle. On peut changer certaines choses dans notre vie, dans notre comportement, et il y a d'autres choses qu'on ne peut pas changer. Il y a peut-être des domaines de notre vie où c'est particulièrement frappant. Et cette fois-ci, on ne va pas formuler quelque chose en relation avec d'autres personnes, mais plutôt en relation avec nous-mêmes, notre relation à nous-mêmes, aux attentes qu'on a par rapport à nous-mêmes, à l'exigence qu'on a. On se rappelle de l'origine de la prière que j'ai mentionnée au début, qui a vraiment fleuri dans le contexte des alcooliques anonymes, ce rapport à soi-même et à ce qu'on peut changer, ce qu'on ne peut pas changer vis-à-vis de soi-même est très riche aussi. Essayons de trouver quelque chose sur quoi on puisse formuler une phrase d'équanimité vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, est-ce que vous avez quelque chose qui n'a pas encore une phrase? Je vous laisse encore un petit moment. Ok. On essaye. Ma phrase est très bateau, mais je ne sais pas pourquoi elle me plaît quand même. Essayons. Essayons de penser d'abord, en fermant les yeux, à la situation qui a attiré notre attention, qui nous a inspiré cette formulation, en pensant à nous, imaginant le genre de scène, de situation où cette phrase pourrait s'appliquer pour nous. Et en formulant intérieurement la phrase que vous avez choisie, toujours avec cette double attitude. Quand vous prononcez la phrase, vous avez conscience de sa signification, et quand vous l'avez prononcée dans le silence entre deux répétitions, vous prenez conscience du ressenti de cette attitude, de comment elle se manifeste pour vous dans le silence.
Encore une dernière répétition. Et après la dernière répétition, prenant conscience de comment ça se manifeste pour vous dans le silence, si vous essayez de cultiver cette attitude silencieusement. Qu'est-ce que vous observez, qu'est-ce que vous sentez? Ok. En ouvrant les yeux, ça fait plus psychothérapie collective que méditation avec cette équanimité, parce que on peut pas. Je pense qu'il faut vraiment s'approprier l'attitude avant de pouvoir en faire des plus longues méditations formelles. Donc, je voulais pas vous lancer sur quelque chose de trop long sans que vraiment vous sentiez ce que c'est. Et qu'est-ce que vous avez observé? Moi, c'est très drôle. La phrase qui m'est venue me paraissait niaise d'abord, parce que c'était bêtement, je ne peux pas être parfait, mais je peux faire de mon mieux. Et en fait, je me suis dit, c'est idiot, mais en la prononçant, ça correspond à tellement de situations, surtout évidemment relationnellement. Donc en fait, c'était bateau, mais ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce qui vous est venu, si vous êtes d'accord de partager soit le ressenti, soit le thème? Avec le je ne peux pas, moi, j'ai eu le mental qui me disait mais si tu peux. Bien sûr que tu peux. Bien sûr que tu peux. J'étais là, non, si, non. Donc il a pris le dessus. Est-ce que c'était le choix de ce que tu ne pouvais pas qui se prêtait à ça? Oui, je pense. Ouais. Mais là, j'ai ressenti le besoin de mettre la phrase dans l'autre sens. Oui. Et je suis partie sur un je choisis. Ça me paraissait plus accueillant aussi. Je choisis de. Ça me paraissait plus fluide. Et j'ai remplacé le mais par le et. Oui, on peut. Le mais a tendance à annuler la première partie de la phrase. Oui. Oui. D'autres observations? J'ai choisi quelque chose de trop compliqué, et puis je me suis arrivé à. J'étais encore en train de formuler, alors que, voilà, depuis que tu as parlé de ta phrase, je me suis dit que si j'avais pris ta phrase, ça aurait marché aussi. Ça aurait bien résumé aussi, ça aurait résumé, ça aurait été plus clair. Je la gardais. Elle était pas si mal, la phrase, pour Neuneu qu'elle lui parut initialement. Autre chose. Facile, difficile l'exercice pour soi. Ah, t'allais prendre la parole. Moi, il y a quand même une forme de gravité. Le mais, il arrive, mais je suis assez d'accord, ça crée une forme un peu plus lourde, mais ça me va, c'est bien. Par rapport à, tu disais, la sagesse, quelque chose de plus mature, moi, il y avait une forme de gravité chaque fois, mais que je trouve aussi bien accueillir. Par exemple, dans ton exemple, je fais du milieu, mais je ne suis pas parfaite, je rassure, je ne suis pas parfaite, mais ça me va très bien. Enfin, aussi, ça ferme quelque chose, mais je suis assez d'accord avec ça. Je m'étais posé la question en marchant jusqu'à la salle, et je me disais, en fait, je pense que les deux peuvent me convenir suivant les moments. Je pense qu'il y a des moments où... Autre chose? Moi, j'arrivais pas avec le je ne peux pas. Ça s'est transformé en j'ai le droit. J'ai le droit de pas y arriver. Ouais, c'est la même idée. Ouais. Eh bien, on arrive gentiment à l'heure où on va se faire démonter en
en pièces par une armée de fanatiques des arts martiaux. Donc, je ne sais pas si vous êtes... qui parmi vous est inscrit pour la prochaine? Je ne sais plus si c'est gratitude ou contentement, mais ce sera un truc... Je crois que c'est gratitude. Ah ouais, alors voilà. Ah, ce sera beaucoup plus sucré que l'équanimité. Merci pour cette soirée et à la prochaine fois. On retourne chez vous, bon vin chaud si vous y allez. Si on veut changer d'ambiance.